Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jason Paré et je suis très heureux de vous présenter un nouvel épisode de L'Étrange Programme, votre magazine portant sur la culture de l'étrange et de l'insolite, sur ce qui étonne et dérange. Au programme cette semaine, nous recevons l'acteur cascadeur Jason Cavalier. En chronique, Isabelle Grondin vient nous parler de la série de films Ilsa. Simon Lacroix nous fait découvrir White Horse, une bande dessinée de Samuel Quentin. Et finalement, Alexia Soton nous présente un reportage sur le lancement du 8e tome de Red Ketchup. Mais pour débuter, voici les étranges en bref. Executed. 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 États-Unis. Le 1er septembre dernier, la fusée SpaceX explosait sur la rampe de lancement lors d'un essai à Cap Canaveral. Au même instant, comme on peut le voir sur la présente vidéo, un étrange objet volant est passé à toute vitesse près de cette fusée qui était censée envoyer un satellite pour la société Facebook. Il n'en fallait pas plus pour partir la machine à rumeurs, certains y voyant une attaque commise par un drone, les Illuminati ou encore les extraterrestres. Pourquoi pas les trois? Québec. À Saint-Eustache, au début septembre, une autruche a été sauvagement tuée à coups de couteau sur une ferme d'élevage. Un employé du nid d'autruche a retrouvé l'animal les pattes complètement arrachées. Cette macabre histoire rappelle celle du raton laveur qui a été retrouvé décapité dans une balançoire d'un parc d'Hochelaga au début d'août. La peau de l'animal avait été également arrachée. Une question. Une. Pourquoi? Taïwan. Vous êtes propriétaire d'un chien et vous détestez ramasser son caca? Eh bien, réjouissez-vous. Une compagnie de Taïwan vient de lancer sur le marché le Poop Trap, qu'on pourrait traduire par piège à crotte. Composé principalement d'un harnais et d'un sac de plastique, le principe est plutôt simple. Tellement simple en fait que je pense que ça ne nécessite pas plus d'explications. États-Unis. Toujours dans le domaine des inventions à la fois utiles et idiotes, le groupe Stupidiotique vient de lancer le Portable Pizza Pouch, une pochette qui permet de transporter une pointe de pizza autour de son cou. Donc, peu importe où vous vous trouvez, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, avec le Portable Pizza Pouch, vous aurez accès à votre snack préféré au moment que vous le souhaitez. Et en plus, vous pourrez en faire un accessoire de mode qui rendra jaloux tous vos amis. Québec. Une patate religieuse a été découverte dans une résidence pour aînés de Grande-Rivière. En effet, le cuisinier de l'endroit aurait trouvé l'image d'une croix dans une patate qu'il avait tranchée dans le sens de la longueur, lui qui a l'habitude de les couper dans le sens de la largeur. Plusieurs y voient un signe favorable pour les résidents de l'endroit. Et comme disait le grand philosophe Passe-Montagne, patati, patata, petite patate, tant pis pour toi. États-Unis. Tandis que le python Lady court toujours dans les rues de Verdun, on apprenait au début septembre que Dragon Lady s'était coupé les oreilles pour compléter sa transformation en crotale diamantin de l'Ouest. Cette femme transgenre, originaire de Phoenix et aussi connue sous le nom d'Eva Tiama Baphomet Medusa, modifie son corps depuis une vingtaine d'années afin de ressembler de plus en plus à un reptile. Cette dernière, qui préfère être désignée par le pronom « it », a affirmé sur Fox avoir été élevée par des serpents après avoir été abandonnée par ses parents. Pour nous suivre et découvrir d'autres nouvelles insolites, devenez fan de notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre l'Étrange Programme sur Twitter ou sur tcftv.ca. What was that?
On débute avec une première chronique avec Isabelle Grondin. Isabelle Grondin, bonjour. Bonjour Jason. Ça va bien? Ben oui, content de te revoir. Nouvelle saison. Effectivement. On savait pas s'il y en avait une, donc... Bien là, c'est confirmé. On redémarre tout ça, on redémarre Eh la oui. machine. Et là, aujourd'hui, tu viens nous parler de pas un film, mais de 4 films, une série complète. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, ben en fait, ça va être la série des Ilsa, parce qu'il y a eu 4 films au total qui ont été faits. Sur la table, ceux que vous voyez, il y en a seulement 3. Ceux-là, ce sont exactement le même film. C'est la version française et la version anglaise. Celui que je n'ai pas, qui est très dur à trouver, c'est Ilsa et... Attendez une minute. Gardienne du harem des rois du pétrole. Si quelqu'un a ça, communiquez avec moi, s'il vous plaît. Je le cherche. Parfait, c'est noté. Et évidemment, c'est une série qui s'inscrit dans le mouvement de sexploitation, mais plus précisément qui a donné naissance, ou pas, mais il y en a qui disent que c'est vraiment le film qui a donné naissance, le tout premier, ça, la l'ODSS, à ce qu'on appelle le Nazi-exploitation, qui est un genre de sous-genre de sexploitation, qui mettait évidemment, on en doute, en vedette tout ce qui est nazi, Deuxième Guerre mondiale, guerre de concentration. Puis j'imagine, au-delà de l'intérêt par rapport aux nazis, c'est qu'il y a un aspect SM là-dedans. Là. C'est le côté un peu tortionnaire, sadomaso que ça représente. Oui, non, mais c'était quand même assez élevé. Il y a des scènes d'ailleurs très dures là-dedans, des expérimentations médicales, beaucoup, c'était assez gore. Non, pour de vrai. D'ailleurs, c'était exactement le genre de film qui pouvait perturber un distributeur parce que tu sais pas dans quoi mettre ça. Si tu mets ça dans la section des films porno, ceux qui ont loué ça, ils sont déçus parce que c'est ben trop hard par bout, c'est ben trop violent. Puis si tu mets ça juste dans un film d'horreur, tes kids regardent ça, tes ados, tu disais, regardez pas ça, il y a trop de sexe. Fait que finalement, ils mettaient ça dans les films d'horreur. En tout cas, moi, Film d'horreur pour adultes. Oui. Et il y avait Diane Thorne qui a marqué, en fait, c'est un peu le rôle qui a stigmatisé sa carrière. C'est l'actrice qui revient dans les 4 films, elle joue toujours le rôle principal? Oui, toujours le rôle principal. Et fait important à noter, ce film-là, dont on va voir des extraits, je ne sais pas à quel moment dans l'émission, La Tigresse de Sibérie, c'est un film qui a été tourné à Montréal. Et même, il y en a qui disent Laval. Je ne sais pas si quelque part c'est vrai. Et j'ai fait des recherches sur le réalisateur qui s'appelle Jean Lafleur. Et Jean Lafleur, c'est un des nombreux pseudonymes de Jess Franco qui, lui, a fait ce film-là avec sa femme Lina Romay, qui fait la bras droite de... Peux-tu nous rappeler c'est qui Diane Jess Thorne. Franco? Jess Franco, ben c'est un des kings d'une de mes périodes fétiches. C'est un réalisateur espagnol qui a fait beaucoup de films série B, série Z, qui mettait beaucoup de sexualité à l'avant-plan, puis il faisait jouer sa femme à peu près dans tous ses films. Et je précise, parce que ça aussi je l'avais noté, Diane Thorne, elle a déjà joué dans un épisode de Star Trek. Elle a un super petit rôle, mais en tout cas, elle a déjà fait ça, parce que sa carrière est très limitée. Star Trek, les films, les séries, tu sais? Non, les premiers, là. La première série des années 60, hein? Oui, exactement. Ce sont tous des productions européennes, américaines, des coproductions, sais-tu? Ben écoute, ça change d'une place à l'autre, Ouais. puis je veux dire, il n'y a pas tant d'informations que ça. Je te dirais, ben, c'est majoritairement américain, sauf lui qui a été tourné au Québec, on devine, parce que ça coûtait moins cher qu'aller tourner vraiment en Russie ou en Sibérie. Ça Et on devait a être de la facile. neige. Et on a de la neige Des en cases de masse. poêle, donc c'est parfait. Et oui, exactement. Mais c'est toujours la même formule. C'est toujours Ilsa qui va se servir de ses esclaves mâles, esclaves femelles, donc les prisonniers, pour ses propres besoins sexuels et ou faire des expérimentations ultra sadiques avec ses compagnons. Là, Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, ça a aussi donné naissance à ce qu'on appelle les films de prison de femmes, qui ont connu un très grand succès. Il y a vraiment eu un genre de buzz là-dessus pendant 5 ans. Il y a plein de films qui se sont faits. Que ce soit au Japon, aux États-Unis. Oui, des scènes de lesbiennes dans des prisons. Puis Dans des c'était douches, aussi- surtout. Dans les douches, évidemment, les méchantes gardiennes qui en profitent pour abuser les prisonnières, etc., blablabla. Donc, alors voilà, et il y aura également un spécial là-dessus parce que j'ai quand même une foutue belle tranche de collection à vous présenter à cet Parfait. effet. Bon, ben merci beaucoup, Isabelle. Ben c'est rien, c'est moi qui te remercie. Là, on va aller, tu restes avec nous de toute façon, mais on va Bien aller sûr. voir un nouveau segment qui s'appelle OK. l'étrange séquence. Alors, l'objectif, c'est de vous montrer des extraits vidéo bizarres à chaque semaine. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter une publicité japonaise de nouilles, hein, pour manger des nouilles, qui circule depuis plusieurs mois sur Internet. Donc, vous l'avez peut-être déjà vu, mais peut-être pas. One for me! Who's the noodle with the silver spoon?
L'invité que nous recevons aujourd'hui travaille dans l'industrie du cinéma et de la télévision depuis presque 30 ans. Il a travaillé sur des productions comme 300, X-Men, Les Maîtres du Suspense, L'Aviateur, Les Pays d'en haut, L'incomparable Mademoiselle C, et j'en passe. Alors, Jason Cavalier, bonjour. Merci, thank you. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Toi, tu travailles à Montréal depuis pas mal, toujours, au niveau du cinéma? Oui, je continue. J'ai fini, la semaine passée, j'ai fini sur une petite série Délateur. C'est comme des récréations des crimes qu'ils font. Puis, Oui, un documentaire où c'est ça, puis ils font des, je sais pas comment dire ça en français. Des reconstitutions dramatiques, là? Yes, ma'am. Puis j'ai joué un biker qui se fait tirer. Puis, avant l'entrevue, tu me disais que toi, tu es américain, tu viens des États-Unis. Qu'est-ce qui t'a amené à venir à Montréal? Surtout pour travailler dans le cinéma? C'est mon père qui a décidé de retourner. Mon père était québécois, natif de Valleyfield. Puis il était tanné, il voulait retourner chez eux, puis être avec son peuple, puis avec sa famille. Puis c'est ça. Fait que moi, je pense que j'avais 14-15 ans quand j'ai déménagé à Valleyfield. OK. Je parlais pas un mot de français. Non? Non, not a word. Puis j'écrivais pas, puis je lisais pas non plus. OK. Fait que c'était comme dur. Je comprenais, par exemple, parce que mes parents parlaient français dans la maison quand j'étais jeune. Fait qu'ils me parlaient en français, mais moi, je répondais en anglais. Fait que... Puis toi, c'est ça, t'es acteur, mais t'es aussi cascadeur. Yes, Qu'est-ce sir. qui t'a amené à faire ces deux métiers-là? Quand j'étais jeune, j'adorais Jackie Chan. OK. Fait que mon but, mon rêve, mon goal, si tu veux, c'était d'essayer d'être comédien qui faisait ses propres cascades. OK. Puis quand j'étais à l'école, ben je faisais des voyages, je pratiquais des arts martiaux. Puis je faisais des voyages à Chinatown. J'allais écouter tous les films de Jackie Chan en chinois, sous-titrés en anglais. Puis je me dis, ça va être l'avenir. Ça va être, tu sais, du monde qui font cette action, qui font l'action eux autres mêmes. Ouais. C'est l'avenir. Puis dans le fond, ben on a vu un peu de ça. C'est comme avec La Matrice, puis avec d'autres films du genre après. Ils ont adopté un peu la méthode de travail de Hong Kong. C'est qu'ils ont entraîné les comédiens pendant 6-8 mois de temps. Puis après ça, on voit que c'est eux autres mêmes qui font leur propre combat. Bien, ils font pas comme les cascades de malades comme Jackie faisait, mais au moins ils fassent une partie. Des fois, il y a certains acteurs qui ça paraît, disons, que c'est pas leur métier, même s'ils font les cascades eux-mêmes. Je pense à Christian Bale, l'exemple dans les Batman. Les combats sont un peu lents. Je dirais pire que l'air, mais yeah. Je voulais être gentil. Mais Ouais. bon. Donc voilà, mais c'est bon. On peut dire que l'aspect des films de Batman, à part du dernier, c'est l'aspect peut-être le plus faible. Ouais, c'est les le combat. combats, c'est On ça. n'a jamais vu Batman se battre comme Batman devrait se battre. Puis pourtant, il porte un masque, donc un cascadeur, ça n'aurait pas été si dur que ça à engager, mais... C'est parce que le monde ne veut pas prendre le temps de tourner ça comme du monde. Des combats complexes, it takes time. Ça prend du temps. Ben oui, c'est ça. Puis justement, toi, en tant qu'acteur et cascadeur, tu as travaillé avec plusieurs stars du cinéma d'action des années 80, que ce soit Jean-Claude Van Damme, exemple sur The Quest, Dolph Lundgren sur Silent Tiger, tu as joué aussi avec Wesley Snipes. Peu importe si c'est ceux que je viens de nommer ou pas, mais avec qui tu as préféré travailler, puis avec qui, au contraire, tu voudrais plus jamais travailler? Celui que j'ai beaucoup aimé travailler avec, c'était Roddy Piper, le ex-lutteur. C'est sur quel film? C'était sur Marked Man. OK. Puis, il était comme, tu sais, il faisait plus de la lutte dans ce temps-là, fait qu'il a fait quelques séries B, puis par hasard, il est venu à Montréal. Il tournait, puis j'ai passé une audition originalement pour un plus petit caractère. Un gars qui se battait avec lui, mais c'était juste pour une journée. OK. Puis l'audition, ça a bien passé, fait que le producteur m'a approché après, puis il a dit « Moi, je veux que tu sois le vilain principe, le gars qui va se battre avec lui à la fin du film. Fait que... Mais ça, c'est l'avantage d'être aussi acteur. Hein? Des fois, on est engagé plus pour faire de la bataille, puis là, on voit capable de jouer, donc... Excuse-moi, moi, je veux savoir, je vais hésiter là-dessus. Jason, c'est avec qui que t'as vraiment pas aimé travailler? Moi, c'est plus ce nom-là. J'ai pas peur de le dire, c'est Jean-Claude Van Damme. Ouais. Je veux pas trop dire. Give some details. Il veut pas rester à la chorégraphie. Il veut pas, tu sais, dans la séquence où il me pognait par les cheveux puis il me pétait la tête sur la table, j'ai senti la façon qu'il m'a pogné quand il le faisait, il lâchait pas.
Puis il a pas fait ça durant les répètes, mais il a fait ça durant un take. Il m'a pété la face sur la table pour de vrai. Il l'a fait pour de vrai. Ouais, puis I had a knot on my face for like 2 weeks. Une grosse échymose, puis... C'est ça, je pouvais pas auditionner pour d'autres choses. OK, en plus. Puis en plus, à la fin du tournage, il donne sur des tournages aux cascadeurs qu'est-ce qu'il dit, un stunt adjustment. C'est comme un petit peu plus de cash supplémentaire pour le risque ou pour le mal que tu vas avoir. Ça, c'est par-dessus ton chèque. Fait que le coordinateur de cascade m'a promis un certain montant, puis à la fin du tournage, c'était la dernière shot qui tournait à Montréal, puis après ça, il s'en allait en Thaïlande faire d'autres choses, fait qu'on les verrait plus. Hein. Il est parti, puis il avait pas mis l'ajustement sur le time card. OK. Fait que... Donc, en plus de Jean-Claude Van Damme, l'équipe de production... Non, mais je l'ai eu, l'argent. Je les ai suivi, suivis, pas à l'aéroport, mais juste à l'autre location qui allait tourner juste avant de décoller pour l'aéroport, puis je m'ai stationné devant la caméra, puis j'ai pas bougé. Il dit, tu vas me payer ou je... Surtout que tu avais été blessé, mais c'est ça. Yeah. Tu as également travaillé avec un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Christian Duguay. C'est un réalisateur québécois, mais qui travaille en anglais. Il a fait Scanner 2, Scanner 3, Screamers. Il a aussi fait The Heart of War, que je parlais, on parlait de Wesley Snipes un instant. Donc, tu peux nous parler un peu de cette collaboration-là? Comment tu l'as connu? Quel genre de réalisateur que c'est? C'était dans le fond, c'est intéressant parce que Christian Duguay, c'est mon introduction au monde de cascade, presque. J'avais auditionné comme... Dans ce temps-là, j'étais juste comédien. Puis dans Scanners 2, j'avais auditionné pour le rôle d'un méchant qui vole un dépanneur. Puis dans cette séquence-là, il y avait une cascade à faire. Le gars, il se fait pitcher, il se fait scanner, dans le fond, dans le frigidaire. Puis après ça, tu sais, les veines explosent, puis il meurt. Moi, je voulais faire la cascade, c'était comme un backflip dans le frigidaire. Mais il voulait pas me laisser faire parce qu'il pensait que j'étais juste un comédien puis que ça allait pas bien. Mais j'y ai montré que j'étais capable de le faire, tout de suite sur le set. Mais il a dit « Ah, man, si j'aurais su ça, j'aurais fait d'autres choses avec la caméra. » Mais c'était trop tard. Fait que ça, c'est pas... Tu sais, on a laissé ça de même, puis il y avait plus de cascade. Quand ça venait pour faire Scanners 3, il remembered me, il se souvenait de moi. Puis j'ai auditionné, puis j'ai même pas fait 2 lignes du texte, puis il a dit « OK, that's it, tu l'as le rôle, je te vois sur le set. » Oh, wow, cool. Parfait. Puis cette fois-ci, j'ai vraiment poussé pour faire la cascade. Puis là, c'était un rôle plus conséquent ou c'était un petit rôle aussi? Non, c'était un petit rôle. Okay. Dans le fond, c'était le même affaire d'un gars qui... qui se fait exploser la tête. Non, un gars qui essaie de voler quelqu'un puis il se fait exploser, scanner. Okay. Dans le fond, ça pourrait être le frère du gars dans le deuxième film. Mais c'était correct. Puis celui-là, ben j'avais vraiment poussé fort pour faire la cascade. Puis j'ai rencontré le coordinateur de cascade. Il m'a testé. C'était comme ce qu'on appelle un cable jerk, où il attache un fil dans ton dos sur un harnais. Puis il tire comme 30 pieds dans les airs. Fait que j'ai passé le test de cascade. Puis ça, c'était mon introduction à tous les cascadeurs puis tous les coordinateurs de cascade. Donc c'est un peu Christian Duguay qui t'a amené à faire de la cascade, finalement. Yeah. Donc c'est quelque chose d'important. Dans ta carrière, quel est ton projet là, qui a été le plus important, le ou les projets? Peut-être le projet qui m'a changé la vie, qui m'a marqué vraiment, c'était 300. Ouais. Parce que c'était 6 à 8 mois d'entraînement intensif. Parfait. Bon, mais c'est tout le temps qu'on a, donc merci beaucoup pour participer. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Thank you very much. Alors, on revient après la pause. On va parler de bande dessinée québécoise. Bioelectric scan. Vous êtes de retour à l'étrange programme. On est rendu maintenant encore à un nouveau segment, on n'arrête pas. C'est l'étrange Montréal que vous avez connu l'année passée sous forme de chronique, mais cette année, on va le présenter sous forme de reportage. Et on a Alexia Sauton avec nous. Alors Alexia, bonjour. Bonjour. Alors explique-nous un petit peu, c'est quoi le concept de l'étrange Montréal cette année? Écoute, on va se rendre un peu partout dans Montréal pour aller chercher le plus insolite et le plus intéressant de la ville. Et cette semaine, on est allé à la librairie Z pour le lancement d'une BD et l'inauguration. C'était l'inauguration de la librairie, une librairie qui est située à Hochelaga et qui a ouvert cet été, qui est spécialisée en BD en fait. Et là, il lançait Red Ketchup, donc le 8e tome de la série créée par Réal Godbout et Pierre Fournier. Donc c'est le 8e tome sur 9 qui présente les aventures de Red Ketchup,
Et là, cette fois-ci, il est en enfer, donc c'est assez cocasse. Oh, mais parfait. Ben, on va aller voir ça. Nous sommes au lancement du 8e tome de Red Ketchup, qui s'intitule Red Ketchup en enfer, à la librairie Z, une nouvelle librairie d'Hochelaga spécialisée dans la BD. Quel but vous donnez, les buts principaux que vous donnez à la librairie? En fait, ce qu'on veut, c'est faire de ce lieu un lieu animé, un lieu donc qui dynamise le milieu. C'est pour ça qu'on veut investir le champ événementiel, c'est-à-dire des lancements, des causeries, des artistes en résidence, des ateliers, bref, de faire en sorte que aussi les gens du quartier, en venant ici, puissent rencontrer des auteurs, des éditeurs, des acteurs du milieu, que tout ça se mélange, en fait un lieu pour susciter les rencontres. Ouais. C'est le cas ce soir avec Red Ketchup et une dédicace. Oui, on peut dire que Red Ketchup sait rallier les gens. On pensait que Red Ketchup était increvable et vous le tuez. Qu'est-ce qui se passe? Même quand on le tue, il est capable de revenir. Mais il faut plus fort quand on le tue. Même mort, il est increvable. Est-ce que le fait de camper l'histoire en enfer, ça vous a ouvert de nouvelles possibilités? Oui, disons que ça nous a permis d'explorer un univers peut-être encore plus imaginaire, parce que l'enfer, personne n'a jamais vu. Donc, c'est toutes sortes de références, une vision assez fantaisiste de l'enfer. Et enfin, ça fait plus de 30 ans, je crois, que vous collaborez ensemble. C'est quoi le secret de la longévité? Oui, ça fait très longtemps. C'est de 71, c'est terrible. On était tout petits. Alors, c'est quoi votre secret? Bon, on aime travailler ensemble. Et on a appris très vite que quand on travaille ensemble, c'est comme s'il y avait un nouveau personnage qui se créait, un troisième personnage. C'est pas vraiment moi qui écris, c'est pas vraiment réel, mais en combinant les deux, ça donne quelque chose qu'on pourrait pas faire tout seul. Red Ketchup en enfer est disponible en librairie depuis le 23 août. On reste dans le domaine de la bande dessinée avec une première chronique de Simon Lacroix. Simon, bonjour. Salut, ça va? Oui, toi? Oui. Donc, après ta visite l'année passée où tu es venu nous parler du lutteur mexicain, bien, tu es maintenant un chroniqueur régulier ici à l'Étrange Programme. On est très heureux de t'avoir dans notre équipe. Bien, merci de m'accueillir. Et là, tu viens nous parler d'une BD québécoise, c'est justement le sujet de ta chronique, la bande dessinée, donc une BD québécoise de Samuel Quentin. Exactement. Samuel Quentin, c'est un jeune auteur québécois dans la trentaine qui en est à sa 3e BD. Sa première, c'est Phobie des moments seuls. C'est comme, dans le fond, ils ont pris le blog qu'il avait fait en 2010, où est-ce qu'il mettait en ligne à chaque semaine ou je sais pas quoi. Les petites BD. Les petites BD. Ça, c'est un recueil de son blog. Sa deuxième bande dessinée, Ville et Misérables, qui est un classique de la BD québécoise, selon moi. Je dirais, dans les BD québécoises, c'est probablement ma préférée, sinon c'est dans mon top 3. OK. Vu que c'est ma première chronique, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais parler de quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. T'aimes, ben oui. Donc la passion va sortir de moi et ça va se transmettre à l'écran. C'est toujours mieux que de parler de quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est sûr. C'est clair. Et enfin, la BD que tu veux nous parler aujourd'hui? Exactement. White Horse, première partie, parce qu'il va y en avoir une deuxième. Ah, OK. White Horse est paru l'année dernière, en 2015, en fait à la fin 2015. C'est un petit peu moins surréaliste que ces autres bandes dessinées, ce à quoi ils nous avaient habitués. On est plus dans le réalisme, quoique la bande dessinée commence et il s'en va voir son médecin. En fait, le personnage principal, Henri, va voir son médecin. Puis son médecin lui apprend qu'il souffre d'une maladie qui n'existe pas encore et là, il trouve un nom. C'est que la maladie fait en sorte que ses bras rétrécissent, ses jambes aussi, sa tête aussi. Je ne sais pas s'il va devenir une tortue. Okay. Ça pour dire que c'est comme un genre de flash avant parce que tout de suite après, on revient dans le passé ou dans le moment présent où est-ce qu'on le voit avec sa blonde Laura. Sa blonde, c'est une actrice qui vient de finir l'école. Elle s'est proposé un rôle par un réalisateur bien connu qui s'appelle Sylvain Pastrami. C'est comme un réalisateur qui est assez prétentieux, puis que tout le monde
tout le monde qui est dans son entourage boit ses paroles, le prend comme un héros. Henry il est frustré parce que Laura va accepter un rôle dans le film de Sylvain Pastrami. Mais en fait, il est plus frustré parce que il s'aperçoit que Laura va commencer sa carrière professionnelle avant lui. Et donc, le moment que je veux te parler dans la bande dessinée White, ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est quand ils vont au party chez Sylvain Pastrami. Tu vois les gens qui sont tout alentour de lui, qui n'arrêtent pas de boire ses paroles. Là, il explique ça va être quoi son prochain film qu'il va tourner avec Laura. Il dit que c'est un faux documentaire sur un faux documentaire. Là, tout le monde crie au génie. Il y a du monde qui se tire par la fenêtre tellement qu'il trouve que c'est du génie. Il y a même quelqu'un qui arrête pas de... C'est pas surréaliste, mais ça reste absurde quand même. Là. Oui, c'est vraiment... On est vraiment dans l'absurde, mais ça a l'air que la deuxième partie, ça va être plus un retour au surréalisme. C'est vraiment quand il va aller à Whitehorse. Que là, parce que dans là, ils sont même pas rendus encore à Exactement, Whitehorse. non. C'est vraiment la chicane entre lui et sa blonde. Il essaie de la convaincre de ne pas tourner dans le film de Sylvain Pastrami, mais évidemment, elle va aller quand même tourner dans son film. Puis est-ce que tu as trouvé cette BD-là aussi intéressante que ses précédents ouvrages? Ou? Oui, mais c'est vraiment... On est vraiment plus dans la réalité. On voit aussi les influences Woody Allen, Joe Matt aussi. Moi, c'est ce que j'allais dire. Moi, je connais rien en BD. Samuel Quentin, tu me le fais découvrir. Quelqu'un qui le connaît pas, c'est quel style, en fait? C'est de l'humour noir? Tu parlais d'absurde? C'est-tu comme grave, deep, tordu? C'est-tu au contraire super hilarant, puis ça se prend pas au sérieux du tout, puis c'est un peu... Non, ça se prend pas au sérieux. C'est vraiment humoristique. Si tu connais Woody Allen, c'est sûr. Oui. Qui ça? Woody Allen. C'est-tu l'oiseau là, qui nage? Non, mais ça ressemble beaucoup au film de Woody Allen, mais avec un petit côté surréaliste. OK. Bon, mais c'est tout le temps qu'on a. Mais merci beaucoup, Simon, pour ta première chronique. Merci. Alors, merci aussi, Isabelle, pour ta présence aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Alors, c'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui, mais on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de L'Étrange Programme. Bonne soirée.